Bonjour et bienvenue dans notre journal hebdomadaire Asie à la une. Je m'appelle Dorothée Le Renard et voici tout de suite les principaux titres de notre émission. Un gouverneur chinois poursuivi pour génocide à Taïwan. Les médias sociaux, un problème pour le régime chinois. Les films hollywoodiens retirés des cinémas indonésiens. Et dans notre deuxième partie du journal, ne manquez pas notre sélection internationale. Lors de sa visite à Taïwan lundi dernier, un fonctionnaire communiste chinois a été poursuivi pour génocide. Les pratiquants de Falun Gong de Taïwan accusent le gouverneur de la province de Liaoning de graves violations envers les droits de l'homme. Ils affirment qu'il a joué un rôle dans la persécution du Falun Gong dans sa province. Chen Guo, gouverneur de la province chinoise de Liaoning, se trouve à Taïwan en visite d'affaires. Avant son arrivée lundi dernier, les pratiquants de Falun Gong ont engagé une action en justice devant le haut bureau des procureurs de Taïwan. Ils accusent Chen de génocide contre les pratiquants de Falun Gong, une pratique spirituelle chinoise. Il lui est reproché entre autres d'avoir supervisé la persécution du Falun Gong alors qu'il était maire de l'agglomération de Shenyang dans le Liaoning, selon les rapports qu'il a écrits entre 2001 et 2005. Les pratiquants de Falun Gong ont enduré de nombreux mauvais traitements, dont la torture au cours d'une campagne brutale qui dure depuis plus de 11 ans, orchestrée par le régime chinois. Depuis 1999, au moins 408 pratiquants sont décédés sous la persécution dans la province de Liaoning, gouvernée par Chen. La province de Liaoning est aussi le siège du tristement célèbre camp de travaux forcés de Masanja. Des groupes des droits de l'homme ont rapporté les mauvais traitements répétés sur les pratiquants de Falun Gong dans ce camp, dont un incident qui s'est déroulé en octobre 2000, lorsque 18 pratiquantes ont été déshabillées et introduites dans les cellules de criminels masculins. Chen Guo était à cette époque gouverneur adjoint de Liaoning. En 2008, il a été promu gouverneur. Ce qui s'est passé dans le camp de travaux forcés de Massanjia au cours du mandat de Chen, c'est une persécution extrêmement cruelle des pratiquants de Falun Gong. Je pense qu'un voyou de sa trempe, qui piétine les droits de l'homme, ne devrait pas se trouver à Taïwan. Les législateurs taïwanais ont aussi exprimé leurs inquiétudes concernant la visite de Chen. Le yuan législatif au Parlement a récemment voté des propositions de loi pour que le gouvernement n'invite, ne reçoive ou n'accueille pas les fonctionnaires chinois violant les droits de l'homme. Le yuan législatif représente le peuple et cette proposition de loi a été votée. De nombreuses agglomérations ont aussi de telles propositions de loi. Le gouvernement devrait respecter les souhaits du peuple. Il était prévu que Chen Guo passe 8 jours à Taïwan avec sa délégation. Il est le 7e haut fonctionnaire communiste chinois à se rendre à Taïwan et être poursuivi pour avoir persécuté le Falun Gong. Au sujet des droits de l'homme en Chine, ces derniers mois, des diplomates étrangers ont exprimé leurs inquiétudes sur les maltraitances subies par une avocate de Pékin. Des responsables des ambassades canadiennes, américaines et d'autres pays européens ont rendu visite à Niyulan et se sont informés de sa situation. À Pékin, une avocate persécutée pour avoir défendu les droits de l'homme a reçu la visite particulière de diplomates étrangers très inquiets pour sa santé. Depuis sa sortie de prison en avril dernier, Niyulan est restée sans domicile fixe. Elle a été emprisonnée pendant 2 ans pour avoir voulu empêcher la démolition forcée de sa maison. Ni a été logée avec son mari dans un hôtel défectueux de Pékin, sans électricité ni eau, pendant près de 2 mois. Mais les policiers la harcèlent ainsi que son mari pour quitter les lieux. Les conduits ont été sciés de telle sorte que nous soyons privés d'eau. Il n'y avait pas d'électricité non plus, et l'hôtel ne nous laissait pas utiliser l'eau chaude. Il fait près de 16 degrés ici, et la lumière du jour n'entre pas. La semaine dernière, l'ambassadeur américain de Chine, Joe Osman, a rendu visite à Niyulan dans son logement provisoire. Il est venu pour prendre connaissance de mes souffrances durant ces 10 dernières années, savoir le genre de répression que j'ai subi et comment j'ai été torturée, arrêtée et condamnée. Des fonctionnaires suédois et norvégiens ont également rendu visite à Ni. Ils se sont informés pour savoir si j'avais besoin de quelque chose et comment ils pouvaient aider. Ils m'ont apporté un peu d'eau chaude et du thé et se sont inquiétés pour ma santé. Ils m'ont dit que de nombreux spécialistes des droits de l'homme s'en inquiètent parce que la police ne cesse de nous harceler. En 2002, alors qu'elle filmait la démolition forcée d'un immeuble à Pékin,
Niulan a été arrêtée par la police, frappée et détenue pendant 75 jours. Les coups l'ont rendue invalide. Elle a été condamnée à 1 an de prison pour avoir essayé de publier une pétition contre ses mauvais traitements. Après qu'elle ait été libérée l'année dernière, les médias locaux ont publié un rapport des abus qu'elle avait subis en prison. La police de Pékin a finalement été forcée de placer Ni et son mari dans un hôtel. Ni affirme que les diplomates suisses et canadiens lui ont récemment rendu visite. Des sites populaires comme Facebook et Twitter ont joué un rôle important dans les révolutions qui ont marqué récemment le Moyen-Orient. Les manifestants ont utilisé ces réseaux pour partager des informations et organiser des manifestations qui ont finalement fait chuter les régimes en Tunisie et en Égypte. Les experts estiment que le phénomène pourrait s'étendre à la Chine alors même que le régime communiste au pouvoir tente de bloquer les informations aux internautes du pays. Les sites de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ont pris une nouvelle importance ces derniers mois en aidant les manifestants qui ont renversé les régimes de Tunisie et d'Égypte. Pour la Chine communiste, cela constitue une source d'inquiétude avec un pays ayant la plus grande population mondiale d'internautes. Cependant, bien que de nombreux sites de réseaux sociaux soient bloqués, un nombre de plus en plus important de personnes utilisent des logiciels pour contourner la censure. Je pense que d'autres pays au-delà du Moyen-Orient, comme la Chine en particulier, seront confrontés à un problème potentiel. Et je suppose que le régime paranoïaque de Pékin agira comme à son habitude en réprimant et en renforçant les contrôles d'Internet. Mais je crois que cela est voué à l'échec, parce que c'est une honte que le grand et puissant Parti communiste ait à réagir à un outil qui a été conçu pour permettre aux adolescentes de faire du commérage. Cela doit être embarrassant pour les dictateurs. Facebook et Twitter ont joué un grand rôle en aidant les citoyens de Tunisie et d'Égypte à partager des informations et à organiser des manifestations populaires à grande échelle. En Tunisie, le président Ben Ali a été évincé moins d'1 mois après le début des protestations. En Égypte, il a fallu seulement 18 jours aux manifestants pour forcer la démission du président Hosni Moubarak après 30 années au pouvoir. Le maître de conférence de l'Université de Californie, Greg Autry, a déclaré que les réseaux sociaux sont devenus un outil donnant plus de pouvoir aux masses. Quand les gens demandent et commencent à utiliser ces outils, ils sont automatiquement démocratisés, parce que la nature de ces outils est démocratisée par leur utilisation même. Vous pouvez essayer de les recadrer et en faire un instrument de politique gouvernementale, mais ça ne marche pas vraiment, parce que la nature des réseaux sociaux est de donner du pouvoir aux gens, et toute personne qui les utilise en est consciente. Facebook, Twitter et YouTube sont interdits en Chine, mais même ainsi, ils sont de plus en plus utilisés par les internautes férus de la technologie. Rendons-nous maintenant à Dhaka, au Bangladesh, où un hommage a été rendu la semaine dernière à ceux qui ont été tués lors du mouvement pour la langue de 1952. À cette époque, le Pakistan avait essayé d'imposer le ourdou comme langue officielle en interdisant le bengali. Lundi 21 février dernier, les Bangladais se sont rassemblés au mémorial Shahid Minar à Dhaka pour rendre hommage aux personnes tuées pour la protection de leur langue maternelle lors du mouvement pour la langue bengali. En 1952, des étudiants et des citoyens étaient descendus dans la rue, malgré l'interdiction policière, pour exprimer leur colère au gouvernement pakistanais qui voulait imposer le ourdou comme langue officielle au Pakistan. La police a ouvert le feu et tué de nombreux manifestants. La semaine dernière, de nombreuses personnes sont venues pieds nus pour déposer une fleur près de la sépulture érigée sur les lieux du massacre. Comme des milliers d'autres personnes, je suis venue pieds nus déposer une fleur au mémorial, comme symbole de mon respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie en 1952. Ils ont donné leur vie pour notre langue. Nous sommes très fiers de parler cette langue. C'est à la suite des autres manifestations pacifiques de Dhaka, où d'autres étudiants ont été tués, que le gouvernement pakistanais de l'époque a désigné en 1956 le bengali comme langue officielle du Pakistan. Depuis lors, tous les Bangladais commémorent la journée du mouvement pour la langue. En 1999, l'UNESCO a désigné le 21 février comme la journée internationale de la langue maternelle, afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. C'est un jour férié au Bangladesh où le drapeau national est hissé à mi-hauteur du mât.
En Indonésie, les amateurs de cinéma pourraient être privés de films hollywoodiens, leur gouvernement ayant décidé d'appliquer une nouvelle taxe à l'importation sur les films étrangers. La Motion Picture Association of America, qui régit les intérêts de l'industrie cinématographique américaine, déclare s'opposer aux régimes fiscaux indonésiens et pourrait bien arrêter de fournir le marché cinématographique du pays. Notre équipe de journalistes NTD à Jakarta nous en apprend plus dans ce reportage. La Motion Picture Association of America a retiré les films hollywoodiens du marché indonésien en réaction à une augmentation soudaine des taxes. Dans le passé, pour un mètre de film, la MPAA réglait seulement 14,50 €, alors qu'aujourd'hui elle devrait s'acquitter d'un peu plus de 30 €, plus une taxe d'importation de 24%, sans compter un impôt sur le revenu représentant 10 à 15% des profits. Le président indonésien a demandé à son ministre de la Culture et du Tourisme d'agir. L'industrie du film se plaint et s'interroge sur l'augmentation de la taxe. Ils m'ont demandé comment une taxe élevée pouvait encourager l'industrie locale du film. Le ministre affirme qu'il y a des possibilités de négociation sur cette question. Si cela s'avère nécessaire, je réduirai la taxe. Mais les propriétaires de salles de cinéma ou les importateurs de films ont la responsabilité morale de construire plus de cinémas. Si l'on diminue les impôts, ils devront construire plus de cinémas et ajouter plus d'écrans. Il y aura donc plus d'emplois pour les habitants. Certains Indonésiens voient ces changements d'un mauvais œil. Je suis triste parce que les films hollywoodiens sont nos références. Les films d'Hollywood, les films importés sont des moteurs pour l'industrie indonésienne du film, pour qu'elle soit compétitive et s'améliore. J'ai entendu que l'une des raisons du boycott est qu'ici, en Indonésie, il n'y a aucun contrôle de piratage. Si nous sommes boycottés, je pense que le piratage va prendre une ampleur incontrôlable. 21 Cinéplex, la chaîne de cinéma la plus importante en Indonésie, ne peut maintenant proposer que des films indonésiens, mais ceux-ci sont en nombre insuffisant. Les autorités indonésiennes affirment qu'elles réviseront leurs copies sur les taxes et annonceront leur proposition finale fin mars. NTD News, Jakarta, Indonésie. Et tout de suite, après notre courte pause, notre sélection internationale. Les chefs d'État du monde envoient leurs condoléances à la Nouvelle-Zélande. André Putman, une révolution dans l'espace intérieur. Shenyun à Rochester, c'est incroyable. Les dirigeants du monde entier, en particulier ceux du Japon et de l'Australie, ont adressé leurs condoléances aux autorités après le séisme meurtrier qui a touché la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Ces deux pays comptent tous deux plusieurs milliers de citoyens résidant à Christchurch et se préparent à leur venir en aide. Nos correspondants NTD en Australie nous en disent plus sur la situation. Tout pays qui bascule dans le deuil attend le réconfort d'un soutien de l'étranger. C'est ainsi que le Japon a envoyé ses condoléances aux victimes du tremblement de terre meurtrier de Christchurch en Nouvelle-Zélande et s'engage à leur apporter son soutien. Des membres du ministère des Affaires étrangères japonais et de l'Agence de coopération internationale du Japon prendront l'avion à 18 h aujourd'hui et se rendront sur place pour se rendre compte de la situation sur le terrain et déterminer le genre de soutien à apporter. Ils seront envoyés en éclaireur pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Reuters, il y a environ 3000 citoyens japonais résidant à Christchurch. Le gouvernement japonais a déclaré qu'il fera tout son possible pour s'assurer que ses citoyens soient en sécurité. Plus près de la zone de catastrophe, la première ministre australienne Julia Gillard, qui était en Nouvelle-Zélande la semaine dernière pour discuter d'affaires commerciales, a déclaré lors d'une conférence de presse que les familles des 8000 Australiens résidant dans la région de Christchurch doivent se préparer au pire. Elle a également assuré que les pensées et les meilleurs vœux de tous les Australiens les accompagnent alors qu'ils font face aux conséquences de ce tremblement de terre dévastateur. Le séisme meurtrier de magnitude de 6,3 a déjà causé la mort d'au moins 75 personnes, mais le nombre de décès devrait être beaucoup plus élevé. Au moins 400 personnes sont portées disparues à ce jour. Après la chute de l'ancien président tunisien Zine Ben Ali, un grand nombre de Tunisiens ont commencé à chercher asile en Europe. Un grand nombre de ces migrants semblaient appartenir à l'ancien régime et fuient des représailles.
Notre équipe de journalistes NTD en Suède s'est entretenue sur cette situation avec 2 citoyens d'origine tunisienne exilés en Suède depuis plusieurs années. Les Tunisiens fuient leur pays à bord de barques, tentant de rejoindre l'Italie, en quête d'asile comme réfugiés politiques. Le nombre de migrants tunisiens arrivés récemment devient un problème difficile à gérer pour l'Union européenne. Selon certaines autorités, plus de 4000 réfugiés tunisiens auraient traversé la Méditerranée dans de minuscules embarcations et seraient arrivés ces derniers jours sur la petite île italienne de Lampedusa. Selon des exilés tunisiens à Stockholm, certains de ces réfugiés débarquant en Italie seraient issus de l'ancien régime de Ben Ali. Politique n'existe pas parce que nous n'avons plus de dictature. Ces réfugiés faisaient probablement partie de l'ancienne police secrète qui essaie de sortir de Tunisie. J'ai même entendu dire qu'ils demandent l'asile politique. Ils fuient la Tunisie après le départ du dictateur déchu et les remaniements qui ont suivi. Beaucoup de jeunes Tunisiens sont sans emploi, l'industrie touristique s'est effondrée et le manque d'emploi fait en sorte que les Tunisiens cherchent du travail ailleurs. Regardez. Il y avait déjà un fort taux de chômage en Tunisie avant que Ben Ali n'ait été renversé. Après la révolution, le tourisme a cessé. L'industrie du tourisme à elle seule fait vivre 400 000 Tunisiens ainsi que leurs proches. Plus d'1 million de personnes vivaient donc du tourisme et d'un coup, c'est fini. Himed Riari est arrivé en Suède il y a 6 ans et aujourd'hui, il gère son propre restaurant. Tous ses parents sont en Tunisie. Je vois un bel avenir pour la Tunisie à présent parce qu'auparavant vous ne pouviez pas parler de politique et vous deviez avoir des relations pour trouver un emploi. Mais maintenant tout ça c'est fini. J'ai remarqué que les médias interviennent en ce moment. Les Tunisiens se sentent confiants face à l'avenir, bien que la situation soit toujours fragile actuellement après la révolution. Les Tunisiens prévoient la tenue de leurs premières élections libres d'ici 6 mois. Nouvelle NTD, Stockholm. Rendons-nous maintenant à l'Hôtel de Ville de Paris où s'est tenue jusqu'au 26 février la rétrospective André Putman, cette ambassadrice du style à la française. Cette exposition présentait entre autres des rééditions de mobilier, des reconstitutions de lieux ou encore son légendaire piano Voie lactée. Notre correspondant à Paris nous en rapporte quelques images. Une rétrospective d'André Putman, cette ambassadrice du style, s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 26 février 2011 pour rendre hommage au talent de cette célèbre designer et architecte d'intérieur. André Putman, ce prodige sacré du design, a marqué l'imaginaire par l'aménagement d'espaces harmonieux et sobres dans le monde entier. On connaît d'elle le damier noir et blanc, avec des espaces ouverts dégageant la structure originelle des lieux, ainsi que certains chantiers majeurs, comme la salle de bain de l'hôtel Morgans à New York en 1984, le Supersonic Concorde en 1994, ainsi que d'autres lieux et approches qui sont dévoilés ici. À l'Hôtel de Ville de Paris, l'exposition est présentée dans un espace dépouillé, en référence au travail d'André Putman. Un long podium noir, laqué, accueille des créations emblématiques de sa carrière. La salle de bain à damier de l'hôtel Morgans est reconstituée et fait écho au piano Pleyel de 2008. Le divan Crescent côtoie les meubles réalisés pour le Stade de France et les différentes demeures privées. Il y a 5 ans, Olivia Safi a repris le flambeau et marche sur les traces de sa mère. C'est quelqu'un de très courageux et qui a vraiment réussi à nous faire revoir différemment nos intérieurs, qui nous a fait réfléchir sur la manière dont on veut vivre. Par exemple, la salle de bain, c'était pas du tout un lieu important avant et c'est devenu, un peu grâce à elle et à la manière dont elle l'a transformé en petit temple de la beauté. Mais c'est aussi l'image d'une mère qui a su transmettre des valeurs humanistes que fait apparaître Olivia Putman. Ma mère m'a appris justement à être courageuse, à aimer les choses bien faites, c'est-à-dire qu'à la fin d'un travail ou à la fin d'une journée, même si on n'a pas travaillé, on peut se sentir content de soi parce qu'on a été dans la bonté, dans la gentillesse. Il était juste que Paris consacre une exposition à cette ambassadrice dans le monde entier d'un certain goût français. Il y a plus de 40 ans, l'expression des différentes formes de la culture chinoise était interdite en Indonésie,
Aussi, toute une génération de descendants chinois ignore leurs vraies traditions. Nous allons maintenant retrouver nos correspondants NTD à Jakarta qui évoquent pour nous la renaissance progressive de cette grande culture traditionnelle. Une centaine de jeunes enfants ont participé au concours Little Miss Cheongsam 2011, une présentation d'habits traditionnels chinois qui s'est tenue récemment dans un centre commercial de Jakarta. Les concurrentes, âgées entre 5 et 12 ans, vêtues de Cheongsam, portaient des accessoires chinois tels que des éventails, des lanternes et des ombrelles. Les membres du jury évaluent les participantes sur la base de 4 critères: l'expression, la chorégraphie, la beauté et l'harmonie des accessoires. La jeune demoiselle élue Little Miss Cheongsam 2011 reçoit un trophée et une récompense financière. La robe tunique Cheongsam, connue également sous le nom de Qipao, est l'une des robes traditionnelles chinoises introduites pendant la dynastie Qing. Ce vêtement d'origine mandchoue a été modernisé et mis à la mode à Shanghai dans les années 1920. À cette époque, le Cheongsam était porté uniquement par les dames de la classe supérieure. Le concours Little Miss Cheongsam 2011 a été développé par Arta Gading Mal. Notre objectif est de préserver la culture traditionnelle chinoise qui connaît actuellement une renaissance en Indonésie. Nous voulons que la communauté ethnique chinoise soit fière de son patrimoine culturel, de sorte que cet héritage ne soit pas perdu. Beaucoup de jeunes portent le Cheongsam ici. Peut-être que certaines d'entre elles ont honte. Mais l'important est de faire l'effort de porter le Cheongsam pour ce concours. J'espère que davantage de jeunes seront fiers de porter le Cheongsam. En 1967, Suharto, alors président indonésien, a interdit aux ethnies chinoises d'exprimer leur culture traditionnelle en public. Cette politique a contribué à la répression de nombreux aspects de la culture chinoise, y compris l'utilisation de la langue chinoise et des noms chinois. Toutefois, l'ancien président Abdulrahman Wahid a abrogé ce décret en 2000. Et peu à peu, il y a une renaissance de la culture traditionnelle chinoise en Indonésie. Les Chinois de souche représentent 5% des 240 millions d'habitants de l'Indonésie. Nouvelle NTD, Jakarta, Indonésie. Comme chaque semaine, nous allons maintenant suivre la tournée mondiale de la compagnie Shenyun Performing Arts qui présente son merveilleux spectacle de danse et de musique traditionnelle chinoise. Nos correspondants ont rencontré quelques spectateurs enthousiastes à la sortie de la représentation à Rochester, New York. Bill Ferris a assisté à la représentation de Shenyun Performing Arts. Elle m'a traîné jusqu'ici et je ne voulais pas venir. Mais à tous ceux qui regardent, vous devriez y aller. C'est incroyable. C'est comme un nouveau spectacle toutes les 3 minutes. L'écrivaine Sandy Boyer a apprécié le rôle de Shenyun dans la préservation des arts culturels chinois. J'ai mal aux joues d'avoir autant souri car j'ai vraiment apprécié. C'est beau et on peut voir que les danseurs expriment le fond de leur cœur. David Boyer a apprécié les combinaisons de couleurs dans les costumes des danseurs. Je regarde la palette de couleurs et je vois le vert qui représente le jade, qui signifie la durée éternelle. Ensuite, je vois le jaune qui représente la royauté et je vois aussi le rouge qui est signe de bon augure. Et je vois toutes ces palettes de couleurs dans ce spectacle. Oh, it just blew me away. Ça m'a vraiment impressionné. Ce que j'ai le plus aimé, du moins une des choses que j'ai le plus aimé, c'était les chanteurs. Ils étaient vraiment excellents. Bien sûr, je ne peux pas oublier les artistes, les danseurs, les décors, tout était au top. Vous savez, j'ai tellement apprécié que j'irai jusqu'à Toronto pour revoir le spectacle. NTD, Rochester, New York. Et Shenyun Performing Arts est arrivé cette semaine en Europe. Après 3 représentations à Francfort en Allemagne, Shenyun se produira les 1er et 2 mars à Florence en Italie. Tout au long du mois de mars, Shenyun visitera la France avec des représentations à Clermont-Ferrand, Paris, Lyon et Mérignac avant de se rendre à Bruxelles à la fin du mois de mars. Vous retrouverez les détails de la tournée de la compagnie sur le site shenyunperformingarts.org. Et nous voici arrivés au terme de ce journal. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour davantage d'informations. Au revoir.